Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Un matin, dans mon souvenir, c'était un matin d'hiver. Un matin, j'ai ouvert la porte à une grande jeune femme, vêtue d'un somptueux boubou de tissu jaune et la tête enveloppée avec panache d'un morceau du même tissu. Rokia portait sur elle, visible, son origine, l'Afrique de l'Ouest. Si elle n'avait pas été si effarouchée, elle aurait été magnifique. Grande et fine, elle avait la majesté Peul. Aussitôt entrée, elle a voulu repartir. Tout de suite, vite, sans rien dire, je ne peux pas rester, j'ai laissé ma fille. Sans être entrée, elle est ressortie comme si elle avait fait une bêtise. Puis un autre matin, elle est revenue, avec une toute petite fillette de 2 ans qu'elle tenait par la main, une fillette aussi petite que sa mère est grande, une fillette avec un visage d'enfant dont j'ai encore le souvenir, un visage d'enfant grave, sombre d'humeur ou sombre de peau, je ne sais pas. Dans la façon dont ces deux-là se tiennent par la main, on sent, comment dire, tendresse et détresse, intimement mêlées. Ce matin-là, Rokia a le temps de rester un peu plus longtemps. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je voudrais quitter mon mari, je ne l'aime pas. Touchant aveu, fait d'une toute petite voix enfantine. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris ce qu'elle voulait dire par « je ne l'aime pas ». J'ai cru que Rokia se plaignait de n'avoir pas épousé son mari par amour, je ne l'aime pas, et que c'était pour cette raison qu'elle voulait le quitter. En fait, elle voulait dire « il me fait vivre l'enfer, je n'aime pas ce qu'il me fait vivre, c'est un mauvais homme, je ne l'aime pas ». Bien, Rokia, vous voulez quitter votre mari. Mais vous n'avez pas de titre de séjour. Et sans titre de séjour, sans grand espoir d'en avoir un, rester en France ? Retourner en Afrique ? Avec votre fille ? Comment lui dire ? Comme je l'ai déjà dit à tant d'autres que quitter son mari, c'est le début d'une aventure dans la précarité qui peut durer encore des années. Elle n'a pas de titre de séjour, elle n'aura pas le droit d'en demander un avant 10 ans de présence en France. Avec son mari, elle survit sans titre de séjour, il achète à peu près à manger. Sans lui ? Débrouille, travail au noir, foyer d'urgence, c'est ça qui l'attend. Comment lui dire et comment ne pas lui dire ? Comment ne comprendrait-elle pas qu'il faut qu'elle continue à être humiliée, insultée, violée ? Longtemps après, je me souviens de ce jour-là. Cette grande gosse de Rokia a eu une façon de me bouleverser qui reste en moi. Je n'avais jamais avant ressenti à quel point on pouvait faire souffrir une gamine. C'est son silence qui m'a frappée, sa façon très enfantine de ne pas pouvoir parler vraiment. Elle me laissait deviner ce qu'elle voulait dire, elle attendait que je lui dise ce que j'avais deviné et elle rectifiait ensuite, toujours en très peu de mots. D'une voix fluette, qui contraste avec sa grande taille, elle dit simplement qu'elle n'aime pas son mari et qu'elle veut le quitter. Je suppose qu'elle n'a pas choisi son mari. Pudiquement elle répond oui, et elle continue. Elle parle en silence. Ce premier matin, elle voulait seulement savoir si on pouvait l'aider. Elle repart, en tenant légèrement la main de sa toute petite fillette si grave. 2. En briques, c'est une maison en briques rouge. C'est une maison rouge dans une rue de maisons, calme, mitoyenne avec une autre la même, en briques rouges, avec une fenêtre au rez-de-chaussée qui avance et un balcon au-dessus. Et un petit morceau de jardin devant, avec un rosier et des fleurs plantées là. À l'intérieur, une grande pièce avec une cheminée, 2 canapés bleus où on tient à 3, avec des coussins bordeaux, et aussi des fauteuils en paille et des coussins bordeaux aussi. Et une très grande table. Et un espace pour les enfants, fauteuils, coussins, bac à jouets. Le sous-sol est équipé. Machine à laver, sèche-linge, douche, placard regorgeant de vêtements, étagères trop pleines de paquets de pâtes, de riz, de boîtes de conserve, de petits pots de bébé, de culottes et soutien-gorge, de paquets de couches pour tous les âges et sexes de bébé, de shampoing et gel douche tout parfum. Une impression de richesse, de générosité flotte dans l'air de ce sous-sol. À l'étage, 2 bureaux aux murs jaunes, des grandes tables et des ordinateurs, des affiches au mur et un petit salon au soleil avec 2 canapés orange et un coin pour les jouets. Et des affiches au mur qui plantent le décor. Halte à la fessée, non à l'excision, briser le silence, femme viole information. Des femmes travaillent dans ce pavillon pour des femmes. Fatia, Armel, Judith et moi. Ici on parle de souffrance. Et d'amour aussi. D'amour et de souffrance mêlées. De souffrance causée par des hommes à des femmes, par leurs hommes aux femmes. Ici on écoute des confidences, des choses parfois jamais dites ailleurs, jamais dites auparavant, on reçoit des pleurs, rarement des plaintes.
Les femmes parlent mais ne se plaignent pas. Elles parlent ou se taisent, elles parlent de vie et de mort, de souffrance, d'amour. J'ai senti qu'il pouvait me tuer. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai vu le visage de la mort. On aurait dit qu'il allait me tuer, tellement il me serrait fort. Elle mime les mains autour de son cou. Les mains de son mari. Les mains de son mari qui l'étranglent. C'est ça qui est trop, ça ne peut pas continuer. Les enfants dormaient, mais je crois que l'aîné a tout entendu. Je ne peux pas continuer à faire vivre cela à mes enfants. Cette femme est blanche, jaune, noire, blonde, brune, riche, pauvre, jeune, âgée, mariée, pas mariée, a 2 ou 3 ou pas d'enfants. Cette femme travaille ou ne travaille pas, elle vient seule ou avec une amie ou avec un frère. Et elle se met à parler. Repliée sur elle-même avec son manteau en carapace ou affalée sur le canapé, le corps libre. Certains moments, quand une femme se met à parler, et c'est peut-être la première fois, le silence des autres s'épaissit, l'air autour devient plus dense, le silence porte les paroles. Et les paroles sortent, et les pleurs aussi. Morceau d'éternité où un être humain se remet à vivre, puisqu'à parler et que d'autres l'écoutent. 3. Nous sommes 3 dans la maison. Judith, Fatia et moi. Armelle, la chef, n'est pas là ce matin. Arrivée à 9h30, l'une de nous prépare un plateau avec eau chaude et sachets de thé, café, tasse et sucre. Pendant que l'autre monte pour écouter les messages du répondeur, ou passer un coup de fil avant 10h. Ah, la sonnette. Tous les matins de l'année, implacablement, elle sonne. Quoi que je sois en train de faire, elle dit « Quelqu'un vient, prépare-toi, c'est le moment d'être disponible ». Premier coup de sonnette, c'est parti pour la matinée. Mon ami, souvent, il pique des colères le soir. Parfois c'est dès qu'il rentre, je sens que ça va pas. Il s'énerve pour un rien, il commence à crier, il s'en prend à moi, il m'insulte, il me traite de conne, que je suis bonne à rien, que je fais un boulot de merde où on m'exploite. Vendredi soir il m'a poussé contre le mur, après il m'a tiré les cheveux. Des fois, il tape dans le mur, une fois il a cassé un CD qu'il m'avait offert parce que je n'avais jamais écouté. Et puis après il se calme, il me prend dans ses bras, il se met à pleurer, il me dit qu'il m'aime, qu'il regrette, que je n'aurais pas dû l'énerver. Il me jure qu'il ne va pas recommencer, qu'il m'aime. Quand il pleure, il me fait de la peine. Cécile aime cet homme avec lequel elle vit depuis 3 ans. C'est ce qui la déchire. Lorsqu'elle vient d'ici, elle entend ce que les autres femmes racontent et elle a peur qu'un jour il en arrive au cou, mais elle n'en est pas sûre. Et elle se sent prête à faire un effort pour qu'il ne s'énerve pas, elle sent qu'elle pourrait l'aider. Il est sincère quand il regrette, il en pleure. Alors elle a envie de croire qu'il va réussir à se contrôler et que comme il s'aime, il va changer. Mais elle vient nous voir. Elle sent que quelque chose ne va pas. Et elle a terriblement peur de recevoir des coups. Parfois, le soir, elle n'a pas envie de faire l'amour. Mais lui, il est très pressant. Et si elle dit non, j'ai pas envie, il insiste quand même. Il commence à la caresser, elle voudrait bien dormir. Il insiste tellement qu'elle ne peut pas refuser. Elle n'a pas la place de lui dire non, il faudrait qu'elle se fâche. Et puis elle l'aime bien. Alors elle cède. Depuis qu'elle vit avec lui, elle voit beaucoup moins sa famille à elle, parce que souvent il n'a pas envie d'aller voir ses sœurs, ses parents, qui habitent à l'autre bout du département, à 2 heures de route. Ils se sont installés dans sa maison à lui, dont il est propriétaire et qui est à 200 mètres de la maison de sa mère. Il voit donc très souvent sa mère, qui est très âgée, qui devient assez dépendante, et qui est bien contente que Cécile ou lui puissent passer assez souvent avec quelques courses. Cécile est infirmière depuis plusieurs années, dans une unité de soins palliatifs. Son compagnon est commercial dans une entreprise qui vend des téléphones portables. Elle va bientôt avoir 40 ans, elle voudrait avoir des enfants. Pendant plusieurs années, elle a vécu avec un autre homme et la séparation a été assez douloureuse. Et lorsqu'elle a rencontré cet homme avec qui elle vit aujourd'hui, elle s'est dit qu'elle pourrait vivre et avoir des enfants avec lui. Maintenant, son beau rêve s'effrite, Cécile a du mal à l'admettre. Toute la problématique de la violence conjugale est contenue dans ce que vit Cécile en ce moment avec son compagnon, même s'il ne l'a jamais frappée. Les colères de cet homme installent un climat entre eux, où Cécile commence à avoir peur de lui. Elle a peur de ses colères. Elle ne sait pas très bien jusqu'où il pourrait aller. Le cycle infernal est déjà là, maintenant, il n'a plus qu'à s'accélérer et s'amplifier.
Il pique une colère. Quand il est calmé, il demande pardon. Il fait tout pour se faire pardonner. Il emmène Cécile au restaurant, il lui offre des fleurs. Et il promet de ne pas recommencer. Il lui dit qu'il l'aime, qu'il est très malheureux de ce qu'il a fait. Il est effectivement sincère, il pleure, il l'aime vraiment. Alors, le voyant malheureux, voyant qu'il regrette ce qu'il a fait, elle lui pardonne. D'autant plus qu'il promet de ne pas recommencer, et qu'il est sincère. C'est la lune de miel. Que c'est bon de pardonner, qu'est-ce qu'on s'aime. Ensuite, la vie reprend normalement, calmement, pendant une période qui peut être au début du cycle extrêmement longue, de quelques mois ou de quelques années. Comme son compagnon a promis de ne pas recommencer, elle oublie. Elle pardonne et oublie d'autant plus qu'elle se croit coupable de ce qui s'est passé. Si elle avait fait la vaisselle, il ne se serait pas mis en colère. Donc si elle fait la vaisselle, si elle fait, il ne se mettra pas en colère. C'est là l'erreur fatale de Cécile et de presque toutes les femmes victimes de violences. Il y a transfert de la responsabilité des actes violents sur la victime. Il dit « Si tu avais fait la vaisselle, je ne me serais pas énervé » ou « Pourquoi tu fais toujours ce qui m'énerve puisque tu sais que je m'énerve facilement ?» Il y a déplacement du problème. Le problème devient « Elle n'a pas fait la vaisselle alors il s'énerve. » Et dès maintenant, il la domine en utilisant la violence. C'est lui qui commande même s'il n'utilise pas d'ordre. C'est la violence, ses colères et la peur de cette violence qui s'impose à Cécile. Il n'y a pas eu dialogue et recherche de compromis pour décider ensemble du meilleur moment pour faire la vaisselle. Demander à Cécile d'admettre qu'il est coléreux et qu'elle doit l'accepter comme tel, c'est utiliser la force pour faire la loi dans le couple. Ainsi, il obtient qu'elle fasse la vaisselle quand il le veut, ainsi il obtient qu'il fasse l'amour quand il le veut. Qui n'a pas dit ou entendu dire, bien sûr, il faut qu'elle fasse des efforts pour qu'il ne s'énerve pas, en même temps qu'il a tort de s'énerver. Qui n'a pas dit ou entendu dire, de toute façon quand même elle avait une mini-jupe, c'est de la provocation, il ne faut pas qu'elle s'étonne. J'ai entendu un voisin me dire à propos de la mort de Marie Trintignant. Mais tu sais, il paraît qu'elle était assez particulière, Marie Trintignant. Comme une monstrueuse légitimation de ce qui s'est passé. Comme si la personnalité de Marie avait à voir avec sa mort. Qui n'a pas dit ou entendu dire à propos d'une bagarre entre deux jeunes où l'un a donné un coup de couteau à l'autre. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, peut-être l'avait-il un peu cherché. On cherche en la victime ce qui pourrait légitimer l'emprise de la peur, l'emploi de la force. Puis, le cycle reprend et s'accélère. Avec le temps, les épisodes violents sont de plus en plus rapprochés et de plus en plus violents. Et à la fin, il la tue. 4. Cécile est perturbée. Elle parle énormément, répète plusieurs fois les mêmes choses à Fatia, à moi, à qui veut bien l'entendre. Elle m'a déjà raconté plusieurs fois le moment où elle a eu peur qu'il l'étrangle. Elle dit son désarroi, parle beaucoup, pose sans cesse des questions, décrit sa vie dans le moindre détail. Il lui a promis de faire des travaux dans leur maison lorsqu'elle y est arrivée, il voulait refaire la tapisserie du salon. Depuis maintenant 2 ans, les murs sont nus, fissurés, sans plâtre ni peinture ni tapisserie. De temps en temps, elle essaie de parler de ça avec lui. Elle lui propose de l'aider, elle lui demande quand ils vont pouvoir s'en occuper. Il répond qu'il ne veut pas qu'elle l'aide, elle ne saura pas faire, et qu'il est trop fatigué en ce moment, qu'elle patiente, qu'elle ne devrait pas trop lui en reparler, ça va l'énerver. Fatia, Cécile et moi sommes installés en bas dans la grande pièce, dans les canapés bleus. Entre les canapés, une énorme table basse est recouverte de tasses, chacune se sert assez librement. Pendant que Cécile nous parle, la sonnette sonne à nouveau. C'est Bintou qui vient chercher son courrier. Elle est domiciliée ici, comme beaucoup de femmes. C'est un service que nous leur offrons. Pour qu'elles soient sûres de recevoir leur courrier, le mari de Bintou avait effectivement l'habitude de ne pas lui donner. En attendant que Fatia monte chercher le courrier, Bintou s'installe à côté de moi, dans le canapé. Je lui sers un thé, je sais qu'elle n'aime pas le café. Nous la connaissons depuis plusieurs mois, et la conversation est détendue. Lasse, Bintou n'a pas encore 40 ans mais elle est lasse. Elle parle de ses enfants, de son travail, de tout son quotidien, pour ne pas aborder tout de suite ce qui la rend si lasse. Puis elle parle de son mari. Il a trouvé une lettre de l'avocat de Bintou, il n'a rien dit,
il a simplement posé la lettre sur la table, bien en évidence. D'ailleurs, il ne lui parle pas, depuis 3 jours, il ne lui a pas parlé. Vous savez, cela lui est déjà arrivé de ne pas me parler. Il fait ça souvent, il ne me parle pas pendant plusieurs jours, des fois même un mois. Puis elle ose dire. Vous savez, ça lui est arrivé, il ne m'a pas parlé pendant 3 ans. Un silence. Ses yeux brillent. Très belle, pas très grande, un visage très régulier, Bintou se tient droite, toujours impeccablement vêtue à l'occidentale. On sent chez elle de la noblesse, de l'éducation, polie, attentive aux autres, elle me demande si j'ai passé un bon week-end. Quiconque rencontre cette femme dans la rue ne peut pas un instant imaginer la trop grande quantité de souffrance qu'elle a vécue. Elle a su préserver son apparence au point que lorsque je l'ai vue la première fois, j'étais loin moi aussi de l'imaginer. Et ce n'est qu'au fur et à mesure de nos entretiens que j'ai mesuré à quel point elle avait souffert. C'est ce qu'elle a de remarquable et de si respectable, et qui ouvre à la tendresse et au respect que j'ai pour elle. Bintou est née en Afrique de l'Ouest, dans un village assez proche d'une grande ville. Quand elle était petite, elle a été élevée par sa tante, la jeune sœur de sa mère, à qui sa mère l'a donnée, ce qui est assez fréquent dans sa région. Elle a très peu vécu avec sa mère, a peu connu son père qui ne vivait pas dans le même village qu'elle. Quand elle a eu 16 ans, sa tante lui a proposé de se marier avec cet homme qui est maintenant son mari. Au début, elle ne voulait pas se marier, elle voulait continuer à aller à l'école pour faire des études. Puis, pour faire plaisir à sa tante, obéir à la famille, la frontière est délicate, elle a fini par accepter, elle a épousé cet homme. Elle a épousé cet homme parce que c'est comme ça, pour elle, dans sa culture, ce n'est pas elle qui décide, c'est sa famille. On pourrait dire qu'elle a épousé cet homme pour continuer à faire partie de sa famille. Ensuite, elle est venue en France avec lui. Elle a quitté toute sa famille et son pays pour venir dans un pays dont elle ne connaissait rien. Elle parle de sa tante, de son histoire d'enfance, son regard est vague, elle se trouble. Elle aimait beaucoup sa tante, décédée très récemment. C'était la seule personne qui m'aimait vraiment. Sa tante connaissait l'enfer que vivait Bintou, avec le mari qu'elle lui avait choisi. Mais à l'origine du mariage, sa tante ne pouvait pas inciter Bintou à divorcer, et Bintou, par loyauté envers la promesse de sa tante, est restée avec ce mari. Elle évoque le décès de sa tante, son immense peine n'est pas encore guérie. C'est la seule fois où je l'ai vue pleurer. Larmes presque convulsives, immense peine pour sa tante qui ne l'a pas vue heureuse, pour elle tant d'années, tant de souffrances. J'en ai aussi les larmes aux yeux, lorsque j'évoque cette femme si belle et si fière. Elle a vécu presque 20 ans sans parler de ce qui se passait. Pendant des années elle n'a fait que pleurer, subir. Puis un jour, j'ai décidé de cesser de pleurer, dit-elle, j'ai trop pleuré, je n'ai plus de larmes. Elle cherche du travail, se force à sortir, se dit que c'est la seule façon de sortir de là, que cela l'occupera, puis lui donnera la force de quitter son mari. Elle travaille, depuis maintenant plusieurs années, elle fait le ménage dans une banque. Son mari ne voulait pas qu'elle travaille. Il a longtemps essayé de l'en empêcher, en l'empêchant de dormir, en n'emmenant pas les enfants à l'école le matin ou en n'allant pas les chercher le soir. Mais elle a tenu bon. Elle a pris quelqu'un pour emmener les enfants le matin, et aller les chercher le soir. Elle a organisé sa vie et celle des enfants en n'ayant pas besoin de son mari. Avec son salaire et les prestations familiales, elle se débrouille et elle gère tout le budget familial. Il y a longtemps qu'elle ne demande même plus à son mari de participer. Elle évite des bagarres à ce sujet, et lui, il fait ce qu'il veut de son salaire. En ce moment, cette femme est très fatiguée, au bord des larmes en permanence, elle ne dort pas la nuit, elle va à son travail dans la journée, cela l'abrutit, elle ne pense pas ou elle pense trop, elle rentre, elle fait à manger pour elle et les enfants. Un jour peut-être. Son mari a compris qu'elle avait demandé le divorce. Alors, il a fait venir un marabout pour la désenvoûter. Mais tu es folle? Qu'est-ce qui te prend de vouloir divorcer, de toute façon tu n'auras pas les enfants. Tu ne m'écoutes jamais. Le problème avec toi, c'est que tu m'écoutes jamais, tu n'en fais qu'à ta tête. Si tu m'écoutais, tu n'aurais pas besoin de divorcer. Le marabout dit qu'elle est envoûtée. Comme remède, il conseille qu'elle obéisse à son mari. Elle rit un peu, c'est quand même comique. C'est comme si son mari ne pouvait pas imaginer qu'elle Bintou pense par elle-même et qu'elle puisse demander le divorce.
Alors il la croit envoûtée. Elle en rit tout en retenant ses larmes. Mais elle est si lasse. Cécile écoute Bintou. Elle n'intervient pas. Puis elle se lève sans rien dire, cherche sa veste. Tout doucement, elle dit qu'elle s'en va. À bientôt Cécile. Coup de sonnette. Entre une jeune femme blonde avec une petite fille d'environ 3 ans, aussi blonde que sa mère. Elle s'installe dans un canapé, observe, écoute Bintou. Très refermée sur elle-même, elle regarde Bintou avec beaucoup d'attention et se met à pleurer. Dites-nous votre prénom ? Tania. Et votre fille ? Annabelle. Annabelle commence à regarder dans les caisses pleines de jouets. Bintou range son courrier et s'en va. Coup de sonnette. Fatia ouvre la porte. C'est une femme qui vient chercher son courrier. Mais elle est pressée, elle reste dans l'entrée et part dès que Fatia redescend. Tania continue à pleurer. Dites-moi ce qui vous arrive. J'ai des problèmes avec mon mari. Oui ? Il boit beaucoup, parfois il rentre complètement saoul. Et elle éclate en sanglots, elle pleure très bruyamment en suffoquant. C'est un cauchemar, c'est un monstre ? Je n'en peux plus. Elle ne peut pas en dire plus, s'étouffe dans ses sanglots. Puis, elle me demande si on peut l'aider à quitter son mari si un jour elle le décide. Je lui propose un rendez-vous un après-midi de la semaine prochaine, elle accepte. Après tout ce qu'elle m'a raconté et tout ce qu'elle n'a pas pu continuer à me dire, je l'informe qu'elle n'a pas droit à une carte de résident en France, que donc, le droit français lui dit qu'elle a le choix entre rester en France sans papier ou retourner en Russie. Si son mari avait demandé le regroupement familial, si elle était arrivée en France par cette procédure, si son mari avait fait avec elle les démarches pour qu'elle soit régularisée, elle aurait depuis 2 ans une carte de résident. Si, au moment où je lui explique cela, elle cesse de pleurer, elle m'écoute attentivement. Que veut-elle ? Quand va-t-elle se décider à ne plus subir ? Quoi faire ? Quoi faire d'autre pour elle que la laisser sangloter ? Tania, si tu savais comme je voudrais pouvoir te dire mais si, vas-y, quitte-le, pars avec ta fille, tu auras des papiers, tu trouveras du travail, tu rencontreras un autre homme que tu aimeras et qui te respectera. Que j'aimerais pouvoir te dire cela. Ça sonne à nouveau. 5. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.